L'amour. Voilà, tout est dit. Parce qu'au fond, il n'y a rien à dire. Quoi de plus brutal, de plus incontrôlable? Passionnel, sensuel, factuel, cruel. Il est désir brut, pulsion. Il échappe à toute raison. Voyez, moi, j'aime une morte. Une femme, la mienne, que j'ai perdue. Non, c'en est assez de ces euphémismes, de ces tournures de langage qui ramènent tout à soi toujours. Ma femme est morte. Je ne l'ai pas perdue parce qu'elle n'était pas à moi. Pourtant, dans cet accident de voiture, c'est comme une partie de moi qu'on aurait défoncée aussi. Les ont un trou béant, presque insolent de vide. Je pensais qu'Hélène était l'amour de ma vie, que je l'aimerais toujours, et qu'avec elle, s'était éteinte toute possibilité d'un amour dans ma vie. Lui, c'est Marc. Il est anthropologue et prépare une conférence gesticulée dont vous venez d'entendre le début. Il a perdu la personne qui partageait sa vie il y a plusieurs années et a traversé une longue période de dépression. Il en est sorti grâce à son amie Lola, qui lui a présenté une autre façon de vivre les relations sociales et amoureuses. Le polyamour. C'est de ça dont il parle dans sa conférence. Marc est un personnage créé par Lille Clérance pour son jeu de rôle grandeur nature Le Lierre et la Vigne en 2016. Le Lierre et la Vigne met en scène une retraite d'artistes qui ont en commun une vision plurielle, non monogame, de l'amour. En 4 ans, le jeu a été joué 9 fois, et Marc a été incarné par autant de personnes différentes, de tous les genres, avec des sensibilités diverses, anthropologue ou non, artiste ou non, polyamoureuse ou non. J'avais tort. Et j'avais raison, à la fois. Dans Le Lierre et la Vigne, le personnage de Marc découvre ce que peut être l'expérience du polyamour pour les personnes qui s'en réclament. En participant à ce jeu, les joueurs et joueuses aussi. Bonjour, je m'appelle Axel Cazeneuve, et moi aussi je suis anthropologue, même si je n'écris pas de conférences gesticulées. J'ai incarné Marc en mars 2016, dans le cadre de ma recherche en anthropologie sur le jeu de rôle grandeur nature, une pratique bizarre qui oscille entre théâtre sans public, baston généralisé et thérapie de groupe. Cette conférence, c'est indubitablement celle de Marc, après tout je n'ai pas perdu ma femme. Mais c'est aussi la mienne. En fait, je l'ai écrite durant Le Lierre et la Vigne, sur la base du personnage de Marc écrit par Lille. C'est pourquoi j'ai choisi Marc pour m'accompagner dans ce premier épisode, qui parlera de perméabilité entre le jeu et le réel, et des enjeux culturels de leur différenciation. Le lierre et la vigne n'est pas exactement ce à quoi l'on pense lorsqu'on utilise le terme de jeu. En fait, on aurait plutôt tendance à donner à ce genre d'événement, fictionnel mais pas ludique, un autre nom, comme performance ou expérience. D'ailleurs, dans la communauté du jeu de rôle grandeur nature, abrégé GN, certaines personnes ont choisi de renoncer au terme de jeu pour qualifier les événements plus expérimentaux comme le lierre et la vigne. En ce qui me concerne, cependant, j'y suis très attachée, pour des raisons que cet épisode va contribuer à expliciter et qui ont trait à la spécificité culturelle de l'attitude ludique, et inversement à l'attitude culturelle répandue dans la société occidentale vis-à-vis du jeu. En effet, on a coutume d'opposer le jeu et le réel. Le jeu, ça n'est pas sérieux, ça déconnecte du réel, ça rend violent, ça renvoie une vision déformée du monde, bref. Le jeu, c'est bien pour les enfants, et encore, mais les ados ou adultes qui continuent sont de grands enfants, des sortes de Peter Pan qui ne remplissent jamais leur déclaration d'impôt à l'heure. Passer à l'âge adulte, c'est avant tout arrêter de jouer. Par contraste avec le monde de l'enfance, caractérisé par l'innocence, c'est-à-dire étymologiquement l'incapacité de nuire, le monde des adultes est un monde de conséquences. Ainsi, ce qu'on nomme le monde réel est un peu une prophétie autoréalisatrice, le fruit d'un processus circulaire de confirmation des croyances. Les tenants du pouvoir, les bons adultes, ceux qui sont reconnus comme proprement sérieux, voire rationnels, le fabriquent en se basant sur leur propre imaginaire de ce qu'est la réalité. Les bons adultes ne sont pas sérieux parce qu'ils vivent dans le monde réel. C'est le monde réel qui est appelé sérieux parce qu'il est dominé par l'imaginaire de personnes pour lesquelles accéder à l'âge adulte, c'est-à-dire à un statut social reconnu et valorisé, c'est renoncer à l'attitude ludique. Ce n'est pas un hasard si certaines des définitions les plus influentes du jeu retiennent comme critère le caractère d'inconséquence. Pour Roger Caillois, le jeu est improductif, il n'aboutit à rien de concret, tandis que Gilles Brougère définit carrément le jeu à travers un critère de non-conséquence sur la vie réelle.
Notons que Brugère, comme la plupart des théoriciens et théoriciennes, met le réel entre guillemets, sans se passer de l'utiliser comme une pierre de touche à sa définition. Voilà un axiome bien fragile, sur lequel pourtant se base la quasi-totalité des définitions du jeu et de la fiction. Quand on ne parvient à définir des termes qu'en les opposant l'un à l'autre, c'est qu'il existe entre les deux une relation de dépendance très forte, dans la façon dont nous les concevons. En Occident, nous sommes friands de ces dichotomies, c'est-à-dire des couples de notions opposées. Blanc-noir, vie, mort, homme-femme. Bien souvent, nous les utilisons pour établir une supériorité d'un des termes sur l'autre, comme celle du bien sur le mal ou de l'esprit sur le corps. À noter que ça n'est pas la seule façon d'interpréter des couples d'entités opposées. Par exemple, le yin et le yang sont dans la philosophie chinoise des catégories contraires, mais entre lesquelles il est nécessaire de maintenir un équilibre. L'opposé logique du réel est le fictionnel, le domaine de l'invention, de l'imaginaire, de ce en quoi on ne doit pas croire. Le jeu, sous ses diverses formes, est une des nombreuses modalités de la fiction. Il se distingue d'autres types de fiction, comme la littérature ou les mathématiques, en cela qu'il implique les personnes qui s'y adonnent, qui les rend actrices, voire complices de la fiction qui se joue. C'est cela qui, à mon sens, le rend particulièrement dangereux. En effet, définir le jeu comme n'ayant pas d'effet sur le réel permet aux anthropologues de le distinguer d'une pratique dont on reconnaît qu'elle a au contraire un impact décisif sur la société. Le rituel. Le terme de rituel désigne un ensemble de pratiques codifiées, à teneur religieuse ou spirituelle, qui visent à reproduire un ordre social ou cosmologique ou à obtenir un changement de statut au sein de cet ordre. Alors je précise que j'ai bricolé cette définition pour ne pas exclure des pratiques néo-païennes ou profanes, mais que je ne suis pas du tout spécialiste du rituel et qu'il y a sans doute de nombreuses choses à redire sur cette tentative de clarification. Sinon, je peux vous donner la définition du dictionnaire de l'ethnologie. En gros, un rituel est une action codifiée, collective ou faisant écho à des croyances ou des pratiques collectives, qui nous permet très concrètement d'apporter des changements sur le réel tel que nous le percevons, ou sur la réalité sociale partagée. Ces changements sont toujours symboliquement chargés. Partager le pain en famille ou dans une église catholique pendant la messe sont des actions qui se ressemblent en apparence, mais qui sont fonctionnellement très différentes. L'anthropologue britannique Victor Turner observe ainsi que si on est extérieur à la scène, sans élément de contexte, il est très difficile de distinguer une action rituelle d'une action théâtrale, ce qui est sérieux de ce qui relève du jeu, et inversement. Dans les jeux de rôle grandeur nature, où on est souvent amené à jouer dans des espaces publics, de nombreuses anecdotes circulent sur des rencontres avec des moldus qui ont pris peur et appelé la police par exemple. Le critère qui selon Turner est le plus efficace pour séparer le jeu et le rituel, c'est l'indétermination, la part de liberté allouée aux participants et participantes. Si le déroulement exact d'une partie de jeu de plateau était connu d'avance, il y a fort à parier que l'on n'y jouerait pas plus d'une fois, au contraire du rituel qui fonde sa puissance de reproduction de l'ordre social sur la répétition. Il n'y a qu'à voir la tendance des conservateurs à invoquer la tradition, pour justifier de ne pas remettre en question la structure sociale. Or, Turner nous apprend que même le plus rigide des rituels comprend une part de liberté, dans la création des costumes et accessoires, dans les significations sociales des mots employés, le recours improvisé à des jeux de mots par exemple, etc. Si on considère le jeu comme un espace de liberté, à l'image de l'expression « avoir du jeu » qui désigne une pièce mécanique mal ajustée, il a de fait pleinement sa place dans le rituel. Pour Roberta Maillon, une autre anthropologue, française cette fois, le jouer, comme verbe, est une modalité de l'action qui s'inscrit en tension avec la réalité, à laquelle il fait référence, tout en la niant ou la contestant. Pour elle, le jeu et le rituel reposent en vérité sur les mêmes mécanismes, de mise à distance du réel et de référence à celui-ci. Elle écrit « Le cadre fictionnel constitué par le jeu, ou le rituel, met en place une forme de réalité à la fois distincte de la réalité empirique, la réalité dont nous faisons l'expérience au quotidien, et en rapport avec elle. Comme le rituel, le jeu va au-delà du monde visible. Il fait appel à d'autres lois, d'autres univers même, et organise temporairement une restructuration des rapports sociaux. Comment ne pas penser que, comme le rituel, le jeu ait des effets sur nous quand nous en revenons? À Maillon, qui s'étonne du manque d'intérêt de l'anthropologie pour le jeu, au contraire du rituel ou du sport, entre autres pratiques parentes, considère que le discrédit qui pèse sur le jeu jusque dans les sciences sociales n'est pas théorique, mais idéologique. Activité sociale, créative et largement ahiérarchique, le jeu fait en effet obstacle à l'enjeu de conservation d'un pouvoir centralisé, notamment celui de la religion, qui repose, nous l'avons compris par le prisme du rituel, sur les mêmes mécanismes. Ce n'est donc pas la futilité ou l'innocuité supposée de la posture ludique qui motive le mépris idéologique pour le jeu,
mais bien au contraire son efficacité. La dévalorisation du jeu par rapport à la réalité dissimule la spécificité du jeu comme mode d'action. Loin d'être par nature sans conséquence, il est doté d'une puissance de critique et d'invention redoutable. Même s'il est vrai que le jeu ne peut qu'être contenu dans une réalité plus large et plus partagée qui jouit d'une plus grande permanence, il ne manque pas d'entrer toujours en tension avec elle et même de l'altérer petit à petit à coups d'infimes influences. Parmi les personnes qui ont pris part au Lierre et la Vigne, beaucoup en sont revenus avec de nouvelles perspectives, une imagination accrue sur la forme que peuvent prendre les rapports amicaux et amoureux. Il ne s'agit plus de s'étonner que le jeu puisse avoir un impact sur le réel, mais de se demander quels sont les mécanismes par lesquels ces effets s'appliquent. Cela ne veut pas dire que jouer revient automatiquement à contester un ordre social, loin de là. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Cependant, l'idée est plantée. Jouer est une modalité de l'action, et il ne tient qu'à nous d'y recourir. Il y a quelque chose de crucial à comprendre sur le polyamour. Il est multiple, car chacun a sa vision du partage et de l'amour. L'essentiel étant que chacun et chacune des partenaires soient en accord avec son contrat de départ, à savoir une souplesse vis-à-vis de l'exclusivité sexuelle et ou affective, afin de vivre au mieux, et dans le respect de l'autre, ses désirs et son épanouissement personnel. Le polyamour est une négociation entre personnes honnêtes les unes avec les autres. C'est le fruit d'une discussion entre individus libres et consentants, qui vise au bien-être de chacun et au libre déploiement des passions, dans la pluralité de leurs manifestations. Ouais, c'est un contrat. Mais pas un contrat de mariage, ça non. Y a personne pour l'écrire à ta place. C'est pas un j'accepte les conditions d'utilisation qu'on coche sans lire pour passer à la suite. Non. Il demande un putain d'investissement. Tam tam tada, 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 tam tam tada. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi les amoureux. Merci d'avoir regardé ma première vidéo. Il y a plein de choses qui sont à revoir. C'est vraiment la première fois que je fais ça, donc je ferai mieux la prochaine fois. Bon, si ça vous plaît, abonnez-vous, tout ça, vous connaissez le chemin. Avant de finir cette vidéo, en fait, j'ai un ami m'a prêté David Graeber, Bureaucratie de David Graeber. Et en me disant, parce qu'il avait lu le premier script de la vidéo, tu vas voir, ça parle tout à fait de ça, tu vas adorer. Et bien sûr, j'ai écrit le script de la vidéo que vous venez d'avoir, sans avoir lu le chapitre en question, ou du moins sans l'avoir fini. Donc, puisque je n'ai pas envie de réécrire la vidéo en entier après l'avoir tournée pour rajouter Graeber, j'aimerais vous lire quelques pages du chapitre qui s'appelle L'utopie des règles, sachant que l'utopie des règles, c'est également le titre original en anglais de ce livre. Et je vais finir là-dessus parce que vous allez voir pourquoi ça va me plaire. Pourquoi ça me plaît, et j'espère que ça vous plaira aussi. Le jeu, sous sa forme pure, bien distinct des jeux, implique une pure expression d'énergie créatrice. En fait, s'il était possible de trouver une définition acceptable du jeu, entreprise notoirement difficile, elle devrait être plus ou moins de ce type. On peut dire qu'il y a jeu lorsque la libre expression des énergies créatrices devient une fin en soi. C'est la liberté pour elle-même. Mais cela fait aussi du jeu, en un sens, un concept d'un ordre plus élevé que les jeux. Le jeu peut créer des jeux, il peut engendrer des règles. De fait, il produit bel et bien des règles, au moins tacites, inévitablement, car batifoler de façon purement aléatoire devient vite fastidieux. Mais par définition, le jeu ne peut pas être lui-même, intrinsèquement, lié par des règles. Le jeu sous sa forme absolument pure, celui qui est réellement et intégralement affranchi de toutes les règles, autres que celles qu'il établit lui-même et qu'il peut mettre de côté à tout moment, ne peut exister que dans notre imagination, comme un aspect des pouvoirs divins qui engendrent le cosmos. J'aimerais citer ici le philosophe indien des sciences Shiv Visvanathan. Un jeu est un moyen limité, spécifique, de résoudre des problèmes. Le jeu est plus cosmique et ouvert. Les dieux jouent, mais l'homme, malheureusement, joue à des jeux. Un jeu a une solution prévisible, le jeu pas toujours. Le jeu autorise l'émergence, la nouveauté,
la surprise. Tout cela est vrai. Mais il y a aussi quelque chose de potentiellement terrifiant dans le jeu, précisément pour cette raison. Cette créativité ouverte est aussi ce qui lui permet de détruire gratuitement. Les chats jouent avec les souris. Arracher les ailes d'une mouche est aussi une forme de jeu. Les dieux joueurs sont rarement ceux qu'un être humain sain d'esprit désire rencontrer. Je ferai donc une suggestion. Ce qui explique en dernière analyse l'attrait de la bureaucratie, c'est la peur du jeu.